27,23%, c'est le taux de réussite au bac cette année. Les résultats sont tombés ce vendredi et Bintou Flamousso Diallo, élève au lycée Djinemousso Koulibaly de Kalabankoro, est la première nationale série TESCO. Nos FAMA ont neutralisé de nombreux terroristes entre le 6 et le 9 août 2024 dans les localités de Kouakourou dans la région de Mopti et Tinzaouaten dans la région de Kidal. Et pour apporter le soutien des plus hautes autorités aux hommes sur le terrain, le général de brigade Daouda Traoré s'est rendu à Kidal. Il est le commandant du théâtre Est de l'opération Maliko. « 5 milliards de francs CFA sur le coût des matériels et équipements qui ont été remis aux exploitants des aménagements agricoles des régions de Mopti et Tombouctou, et c'est pour une bonne exploitation agroécologique. Nos routes se dégradent en cette période de pluie. Les caniveaux et les collecteurs sont obstrués à cause des déchets et des installations anarchiques. Pour éviter les inondations, le département des infrastructures et des transports a entamé une vaste opération de curage des caniveaux. Merci de suivre le temps de l'actualité sur ORTM 1, mesdames, messieurs. Bonsoir. Tout d'abord, un communiqué du gouvernement par rapport à l'expulsion de l'ambassadeur de Suède au Mali. Le contenu du communiqué avec Awama Kamara. Bonsoir Awama Kamara. Bonsoir Khadija Toukouni. Bonsoir à tous. Voilà le communiqué qui vient de nous parvenir. Le gouvernement de transition de la République du Mali informe l'opinion nationale et internationale que ce vendredi 9 août 2024, l'ambassadeur du Royaume de Suède à Bamako, son Excellence Madame Christina Kushnel, a été convoquée au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale pour lui notifier la décision de quitter le territoire national dans un délai de 72 heures. Cette mesure fait suite à la déclaration erronée et hostile sur les réseaux sociaux de M. Johan Forssell, ministre suédois de la coopération internationale au développement et du commerce extérieur. À cet égard, le gouvernement considère qu'il s'agit d'une provocation de plus d'une autorité suédoise après les décisions brutales de mettre fin à sa coopération bilatérale et de fermer son ambassade à Bamako, respectivement le 21 décembre 2023 et le 20 juin 2024, sans regret pour la partie malienne. Le gouvernement tient à rappeler que la vie de ces vaillants soldats et la sécurité de la nation ont une valeur inestimable, bien au-delà de toute aide au développement. Le gouvernement réitère sa détermination à défendre la souveraineté et les intérêts du Mali, malgré des pressions et des manœuvres diplomatiques extérieures, à l'instar de celle du ministre suédois. Le gouvernement condamne fermement les déclarations méprisantes de M. Johan Forssell. Curieusement, ce dernier qui tente désespérément de disculper les autorités ukrainiennes, soutien du terrorisme international, est incapable d'avoir la moindre compassion pour le Mali et les victimes de cette agression ukrainienne. Le gouvernement est maintenant habitué à cette attitude condescendante de certains pays occidentaux qui se manifestent régulièrement par une remise en cause des décisions souveraines prises pour lutter efficacement contre les groupes armés terroristes et leurs sponsors étatiques étrangers. En outre, le Mali constate que le choix de partenariat stratégique avec la Fédération de Russie produit les résultats escomptés et entend le renforcer davantage pour restaurer la paix, la sécurité et la stabilité sur l'ensemble du territoire national. Le gouvernement de transition de la République du Mali tient à affirmer sa volonté constante de coopérer avec tous les pays respectueux de sa souveraineté, de son intégrité territoriale et de ses choix
de partenariat. Voilà, Khadija Toukouni, ce qu'on pouvait retenir de ce communiqué. Merci bien. Awama Kamara, ça y est, je le disais dans les titres, les résultats sont tombés, les résultats du bac. Cette année, le taux d'admission est de 27,23%. Les filles sont à l'honneur. Après l'EDF, c'est encore une fille qui occupe la première place au plan national. Il s'agit de Bintou Flamousso Diallo, élève au lycée Djinemso Koulibaly de Kalabankoro, avec une moyenne de 17,80 en série TESCO. Atmosphère matinale dans un centre, c'est dans ce reportage signé Tchemogo Konaté. Un vendredi matin, pas comme les autres, au lycée Maroussar de l'Effiaboua en commune 4 du district de Bamako. Dans la cour règne un calme olympien. Pourtant, il y a bel et bien du monde. Un monde anxieux attendant les résultats du baccalauréat session de juin 2024. Plongés dans une impatience totale, certains candidats prennent les devants en consultant les publications faites la veille sur les réseaux sociaux. Nous sommes venus pour regarder les résultats. Comment ça a été? Comment est-ce que vous vous sentez maintenant? Peur. Je suis venue voir les résultats de ma fille, comme elle est en déplacement. Je me sens vraiment stressée. Il aura fallu attendre 11h passées de 26 minutes pour voir briser le suspense. La publication des résultats. Un moment fatidique marqué par des attroupements, à la suite desquels la majeure partie des candidats s'éclipsent discrètement pour n'avoir pas pu décrocher les précieux sésames, alors que certains déclinent toute interview à la presse. Les quelques rares admis que nous avons approchés ont bien voulu se prononcer. J'ai passé au bac. Comment est-ce que vous vous sentez maintenant? Je me sens heureux parce que tous mes efforts ne sont pas vains. Je peux dire que j'ai fourni d'efforts. Même quand il n'y a pas d'école, moi je viens, je travaille, je m'exerce avec mes amis. Je suis très content et je donne conseil à ceux qui n'ont pas réussi de prendre courage pour l'année prochaine. Vous avez passé au bac? Non. Et quels sont les sentiments que vous avez présentement? Cette année, le taux d'admission est de 27,23% au niveau national, contre 24,26% au titre de l'année écoulée. Une nommée Bintou Flamousso Diallo, 17 ans, domiciliée à Kalabankoro, se classe la première nationale avec une moyenne de 17,50. Elle est suivie de Abdel Nasser Diallo et de Omar Hassan Kamara, tous du lycée Les Castors, avec respectivement 17,18 et 17,15 de moyenne. Ils ont été reçus cet après-midi par le ministre des Tutelles pour leur décerner des tableaux d'excellence et leur attestation du bac. Le ministre de l'Éducation nationale délivre la présente attestation à Bintou Flamousso Diallo, né le 9 septembre 2007 à Bamako, élève du lycée privé Djinemso Koulibaly, classé première nationale à l'examen du baccalauréat malien, session de juin 2024, avec une moyenne de 17,50. Je suis très contente et en même temps fière. C'est juste le travail, c'est juste une manière de penser. La confiance en soi, c'est hyper important et le travail, c'est tout. Il faut avoir l'esprit d'équipe, c'est hyper important. Quand tu aides les autres, tu apprends davantage. Ainsi, l'année académique connaît son épilogue pour les candidats au bac. Félicitations aux nouveaux bacheliers. Quant aux candidats malheureux, il s'agira de tirer des enseignements possibles pour en faire une source d'inspiration à la rentrée prochaine. Voilà, vous l'aurez certainement corrigé, c'est une moyenne de 17,50. Actualité des femmes, entre le 6 et le 9 août 2024, les forces armées maliennes ont neutralisé de nombreux terroristes et détruit des matériels dans les localités de Kouakourou, région de Mopti, et Tinzaouaten, dans la région de Kidal. Les bilans de ces opérations avec Abdoulaye Sako. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale que la période du 6 au 9 août 2024 a été marquée par d'importants succès de nos FAMA sur le théâtre des opérations. Le lundi 7 août 2024, aux environs de 18h30, le poste de sécurité de Kouakourou dans la région de Mopti a fait l'objet d'une attaque terroriste. La réaction de nos forces armées a été foudroyante et les combats très violents se sont poursuivis après le crépuscule avec l'intervention des vecteurs aériens FAMA. Le jeudi 8 août 2024, les vecteurs aériens des FAMA ont procédé à une frappe chirurgicale dans la région de Kidal, zone de Tinzaouaten. Au cours de cette opération, un blindé camouflé a été détruit et plusieurs terroristes neutralisés. En outre, nos vaillantes FAMA poursuivent leur lutte triomphale contre les groupes terroristes et leurs alliés. Plusieurs terroristes ont été neutralisés et de nombreuses caches d'armes détruites. L'état-major général des armées rassure la population de la détermination des FAMA
à traquer ces bandits armés et à sécuriser l'ensemble du territoire. Bravo Fama. Le général de brigade Daouda Traoré, commandant de théâtre Est de l'opération Maliko, s'est rendu à Kidal pour apporter le soutien de la plus haute autorité aux hommes engagés sur le terrain. Une visite hautement saluée par les autorités militaires, administratives et les forces vives de Kidal. Sidi El-Medi Al-Baka et Moussa Togo. Général de brigade Daouda Traoré, comme théâtre de l'opération Est Maliko, est sur le terrain en 8e région pour non seulement s'enquérir des conditions de vie et de travail des hommes, mais aussi s'allier la bravoure, la détermination et le professionnalisme des femmes à Kidal, des actions qui contribuent efficacement au retour de la quiétude dans cette partie de notre pays. D'abord, je suis venu voir les hommes qui sont sur le terrain, qui dépendent de mon commandement, afin de savoir les conditions dans lesquelles ils travaillent et quelles sont les difficultés auxquelles ils sont confrontés. C'est dans ce cadre que je suis là, en même temps les apporter tout le soutien de la hiérarchie militaire et même du niveau politique. Beaucoup impressionné, c'est d'abord le moral des hommes. Ils ont le moral et ils sont déterminés à se battre. C'est le plus important. Même Malienne est en montée en puissance, ça c'est indéniable, mais cependant, il faut être vigilant, concentré sur l'objectif et j'en suis convaincu que sous peu, on en viendra à bout. Les femmes plus que jamais engagées pour la restauration de l'autorité de l'État et la sécurité des Maliens et de leurs biens sur toute l'étendue du territoire national. Les hommes du secteur D de l'opération s'acquittent sans relâche de leurs tâches et aucune épreuve n'a pu ébranler le moral ni l'ardeur des hommes. C'est ce dont le général commandant du théâtre est venu s'enquérir. Il s'est dit être satisfait de ce qu'il a vu, de ce qu'il a remarqué. Et mes hommes et moi-même, nous nous en félicitons. Nous sommes très réconfortés par les félicitations et les mots d'encouragement du commandant du théâtre. La délégation a pris part sur invitation du gouverneur de la région de Kidal, général de division Al-Haj Gamou, à un repas de corps au quartier administratif de Kidal. Parlons à présent de cette audience à la primature. Le Premier ministre a reçu hier après-midi en audience l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas au Mali. Les échanges ont porté sur des questions politiques, économiques, entre autres. Nous l'écoutons à sa sortie d'audience au micro de Mamari Koné et Alou Touré. Ce soir, j'étais ici auprès du Premier ministre pour faire une visite courtoisie. Comme ambassadeur des Pays-Bas, je suis commencé récemment. Et donc, c'était une bonne occasion d'échanger sur des sujets de mutuel intérêt. On a parlé de la situation ici dans le pays, mais aussi sur le partenariat entre nos deux pays. Et donc, j'ai appris beaucoup et je remercie Son Excellence le Premier ministre. C'était très intéressant. Et comment se porte la coopération entre les deux pays? Donc, le Pays-Bas est un partenaire depuis longtemps. Et on a bien conscience, avec le contexte changeant aussi dans la région, qu'il faut faire une bonne discussion. Il faut en parler ensemble. Le Mali célèbre ce samedi 10 août 2 journées. Il s'agit de la journée africaine de la décentralisation et du développement local. La seconde est relative à l'état civil et pour l'occasion, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation remettra des actes de naissance à des déplacés. Une occasion de faire l'état des lieux de la décentralisation et de sensibiliser les populations. Awadit Makamara revient sur les grandes lignes du message du ministre d'État à l'occasion de la célébration des dites journées. 2 journées pour un seul objectif, à contribuer au développement du Mali à travers la décentralisation et la promotion de l'état civil. Les thèmes retenus sont assez illustratifs. L'édition de cette année a pour thème principal, je cite, « Établir un système d'éducation et de formation solidaire, ancré dans les réalités de l'Afrique au niveau local ». Ce thème nous questionne et nous engage à faire une introspection de nos systèmes éducatifs en vue de les adapter à nos réalités socio-culturelles pour bâtir un enseignement résilient, pour un accès accru à un apprentissage inclusif et pertinent tout au long de la vie. Quant à la journée africaine de l'état civil, le thème national qui en découle est, je cite, « L'accès à l'identité juridique est un droit pour tous, y compris les personnes déplacées internes », souligne l'importance du lien
entre les registres de l'état civil, le système d'identité juridique et le secteur de la santé. La décentralisation, une politique qui permet de rapprocher les administrations des citoyens tout en favorisant une gestion plus proche des besoins locaux. Le but est de contribuer à renforcer la démocratie et la participation citoyenne. Le ministre d'État revient sur l'importance de la célébration des dites journées. Elle vise notamment à promouvoir la décentralisation, la gouvernance locale, ainsi que la participation des citoyens et des groupes sociaux dans la définition et la mise en œuvre des politiques de développement, à donner aux acteurs étatiques et non étatiques un cadre une fois par an, à porter leur attention aussi bien sur les problèmes soulevés que sur les opportunités offertes par la décentralisation et la gouvernance locale. La journée africaine de l'état civil vise à sensibiliser les populations et à promouvoir l'enregistrement systématique des faits d'état civil. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a saisi l'occasion pour mettre en lumière le processus de digitalisation initié par le chef de l'État dans le cadre de la modernisation de l'administration publique. La transformation numérique initiée le 19 juillet 2024 par le président de la transition chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, avec le lancement de la digitalisation des moyens de paiement dans les services publics, marque une étape clé vers la dématérialisation de notre administration. Cette transformation exige l'adoption de nouveaux outils technologiques et une révision des pratiques administratives pour maximiser l'efficacité, l'économie et la proximité avec les citoyens. La journée de ce 10 août sera marquée par des remises d'actes d'état civil à des déplacés et une conférence débat sur le processus de décentralisation. Œuvre sociale du président de la transition, on en parle dans ce 20h. Des forages ont été inaugurés à Sakoro et Selo dans le cercle de Kangaba. Les populations de ces deux villages ont salué ce geste humanitaire du président de la transition. Mohamed Kayantao et Idrissa Traoré sont nos envoyés spéciaux. L'eau est indispensable à la vie, dit-on, mais l'eau potable assainit le corps et purifie le cœur. Les populations de Sakoro et Selo dans le cercle de Kangaba l'ont confirmé ce jeudi. Malgré l'état impraticable des voies qui mènent à ces deux villages, surtout en cette période d'hivernage, l'équipe des œuvres sociales du chef de l'État a bravé les intempéries, signe de l'attachement que le colonel Assimi Goïta accorde à ses concitoyens. Et pour l'occasion, les populations bénéficiaires n'ont pas boudé cette cérémonie qui consacre la mise en service des forages. Nous sommes à Sakoro, à plus de 20 km de Kangaba. Nous saluons la délégation et les femmes aussi pour leurs efforts dans la sécurisation du pays. L'initiative du président de la transition nous réconforte à plus d'un titre. Avant la réalisation de ces forages, les habitants de mon village consommaient des eaux usées. Tout est fini maintenant. La délégation, conduite par le conseiller spécial du chef de l'État, s'est ensuite rendue à Selo, dans la commune urbaine de Karan. Et c'est dans la cour de l'école fondamentale qu'a lieu la cérémonie de réception. Ce qui prouve à suffisance, au dire du chef de village, que les premiers bénéficiaires sont les enfants. Des femmes enceintes ont perdu leur bébé, faute d'eau potable. Avec ces forages, nous serons à l'abri de nombreuses maladies. Mais nos routes sont impraticables et nos structures de santé manquent également d'équipements. Nous sollicitons le concours du président de la transition, Assimi Goïta. Tout le monde ne peut pas être satisfait au même moment. Quand eux, ils ont la chance d'avoir ces forages, c'est d'en prendre soin afin que d'autres personnes puissent en bénéficier. Les opérations d'inauguration de forages, les opérations d'œuvres sociales vont continuer, Inch'Allah, sur toute l'étendue du territoire, où qu'un Malien se trouve. On a eu la bonne nouvelle ici qu'un ressortissant d'ici a déjà réalisé 9 forages. C'est ça que le président de la transition veut transmettre, que les Maliens s'entraident. Le président de la transition fera tout son possible pour que les Maliens puissent vivre dans le bonheur et que le Mali puisse se développer enfin. Et remerciant le chef de l'État pour cette initiative, les autorités politiques et locales ont émis des doléances auxquelles M. Dembélé dit avoir pris bonne note. Il leur a en outre demandé de prendre soin de ces deux infrastructures au bonheur des populations de ces deux localités. Tout au long du périple, la délégation est accompagnée du préfet de Kangaba.
Et le nouveau représentant de l'UNFPA Mali, Mohamed Lemine Salem Mohamed Beiba, a présenté ce jeudi 8 août 2024 sa lettre d'accréditation au ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop. Le ministre Diop a salué l'exemplarité de la coopération entre le Mali et l'UNFPA à travers son soutien aux politiques de développement du Mali définies à partir des enjeux de dividendes démographiques. Abdoulaye Diop a rappelé par ailleurs les 3 principes édictés par les plus hautes autorités du pays qui caractérisent désormais les relations de coopération entre le Mali et ses partenaires, le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques opérés par le Mali et la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions de prise de décision. On en vient à cette réunion pour passer à l'application de la loi interdisant les sachets plastiques non biodégradables en République du Mali, volonté du ministre de l'Industrie et du Commerce qui regroupe autour de lui les représentants des services techniques de l'État, les industriels et les représentants des importateurs. Reportage à Youssouf Diakité et Mamadou Sidibi. Le gouvernement de transition est en chantier pour que le développement socio-économique du pays soit effectif. C'est fort de cette conviction que le ministre de l'Industrie et du Commerce veut passer à l'application de la loi relative à l'importation des sachets plastiques en République du Mali. C'est ce qui justifie la tenue de cette réunion entre la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, les services techniques de l'État et les représentants des importateurs. Moi, je suis parfaitement partant pour l'application de cette loi. Effectivement, mais dans un délai de sensibilisation pour faire comprendre la population aussi. Le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali qui a présidé les travaux abonde dans le même sens puisque, dit-il, cette décision va augmenter l'essor économique du pays. La loi a été votée en 2014, le ministre veut prendre une décision. Il a bien voulu impliquer tous les acteurs du secteur pour que nous puissions l'éclairer davantage et dire quelles sont nos préoccupations par rapport à l'application de cette loi-là. Nous adhérons à l'application de cette loi-là qui connaît l'effet nuisible des sachets plastiques dans notre environnement, dans notre santé. Il va falloir qu'on trouve une solution. Donc nous, au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, nous sommes là pour sensibiliser tous nos adhérents, notamment les industriels dans le secteur, les importateurs dans le secteur, pour qu'on puisse connaître leurs préoccupations, leurs avis et comment est-ce que nous pouvons faire en sorte que ces sachets plastiques ne nuisent pas à notre environnement. Pour mémoire, la loi dont il est question interdit la production, l'importation et la commercialisation de sachets plastiques non biodégradables en République du Mali. Et nous restons avec le ministre de l'Industrie et du Commerce qui a visité Bemba Moti Finance, une institution de méso-finance inclusive dirigée par des experts financiers maliens destinés aux petites et moyennes entreprises et aux particuliers. Cette visite rentre dans le cadre du renforcement du partenariat public-privé. Visite suivie par Tamsir Diabaté et Oumar Traoré. Au moment où la nouvelle donne s'appelle la digitalisation des moyens de paiement, il y va de soi que tous les secteurs soient dans la même dynamique. C'est la démarche entreprise par le ministre de l'Industrie et du Commerce pour faire de cette nouvelle donne une opportunité au service du développement industriel. Et la visite chez Bemba Moti Finance s'inscrit dans ce cadre. Il faut que la banque de demain se prépare à répondre à ses clients de demain. Et c'est eux les clients de demain, c'est pas nous. Nous on a fini. C'est nos enfants, nos petits-enfants qui sont vos clients de demain. Donc il faut que par anticipation, vous puissiez prendre en charge leurs préoccupations, leur mode de fonctionnement, leurs logiciels. Les logiciels qu'on a acquis, notre solution intègre cela, ce qu'on appelle le mobile agency. Nos clients n'ont pas forcément besoin d'être chez nous pour opérer sur leur compte, même pour l'ouverture. L'institution de Méso-Finance qui reçoit la visite du ministre en charge de l'industrie et le président de la Chambre du commerce a ouvert ses portes il y a juste 2 mois. Et malgré un environnement économique complexe, la mobilisation de ressources est à 70% selon les responsables de la dite banque et a pu créer 58 emplois directs et 20
indirecte. Et voir aujourd'hui une structure financière dédiée à la mésofinance, c'est une grande satisfaction. Le deuxième motif de satisfaction, c'est de voir aujourd'hui une structure de mésofinance créée au Mali. Les actionnaires sont maliens, l'équipe dirigeante est à 100% malien. C'est un véritable motif de satisfaction. C'est ça le développement endogène. Ni un forum de Ségou qui a d'abord pour que l'emploi se crée en effet. Mais conseil mon condouma bara fiki chesride be se ka to ibitanye fait. Bon ni bara damne ni chesri ta kono doron ibe dansera. La vision de Bemba Mouti Finance est d'être le leader africain de la finance inclusive en général et en particulier du Mali pour faire de la souveraineté économique une réalité. Nous sommes les fils de ce pays et nous pensons que c'est à notre devoir d'aider ce pays-là, le Mali, dans cette période difficile. Vu que 80% de l'économie malienne est pour les PME-PMI, on s'est dit pourquoi ne pas mettre une institution financière, Mésofinance, qui cible uniquement les PME et les PMI. D'où nous participons aujourd'hui au développement de l'économie malienne. Cette visite du ministre de l'Industrie et du Commerce vise à renforcer le partenariat public-privé en vue de propulser un monde financier plus inclusif pour un développement socio-économique durable. À présent, le contenu de ce communiqué, le président du Conseil national de transition a le profond regret d'informer les membres du bureau de la conférence des présidents, les membres du CNT, le personnel parlementaire et le peuple malien du décès de Nana Aïcha Cissé le jeudi 8 août 2024 des suites d'une courte maladie. Les cérémonies funéraires ont eu lieu ce jour vendredi 9 août 2024 à Badalabougou. Nana Aïcha Cissé a été nommée en décembre 2020 membre du CNT et élue première vice-présidente du réseau des femmes parlementaires du Mali par ses pairs. Elle était membre de la commission de l'administration territoriale, de la décentralisation, du culte et de la réconciliation nationale. Nana Aïcha Cissé est officier de l'Ordre national du Mali. En cette douloureuse circonstance, le président du Conseil national de transition adresse ses sincères condoléances à sa famille biologique durement éprouvée, aux membres du Conseil national de transition et au personnel parlementaire. Puisse le Tout-Puissant, le très miséricordieux, l'accepter dans son paradis éternel. Je le disais dans les titres, des exploitants des aménagements agricoles des régions de Mopti et de Tombouctou ont reçu de la part du programme de promotion agroécologique des matériels et équipements agricoles d'une valeur de 5 milliards de francs CFA. C'est pour contribuer aux exploitations agroécologiques accrues du potentiel d'irrigation de proximité. Reportage Oumar Maïga. 33 groupes motopompes, 2 bacs, des charrettes, des magasins de stockage et des pirogues entre autres, pour un coût total d'environ 5 milliards de francs CFA au profit des exploitants agricoles des régions de Tombouctou et de Mopti au titre de la campagne agricole 2024-2025. C'est le geste du programme Mali Nord PAE-IPRO qui vise à améliorer la productivité, la sécurité alimentaire et la croissance économique dans les deux régions. La campagne agricole s'annonce déjà sous de bons auspices, en témoigne cette cérémonie de remise. L'épithète d'une agriculture performante, c'est vraiment la maîtrise de l'eau. Et justement, l'acquisition de ces motopompes participe de ce fait. Nous pouvons ambitionner d'implémenter de nouvelles espèces même dans un contexte de réchauffement climatique et de rareté de l'eau et au bénéfice justement de la production et de l'autosuffisance alimentaire. La modernisation du secteur de l'agriculture et l'autosuffisance alimentaire s'inscrivent en droite ligne des visions des autorités de la transition. Le programme de promotion agroécologique dans l'irrigation de proximité vise à appuyer les populations pauvres des zones rurales particulièrement affectées par les effets cumulés des changements climatiques et des conflits multiples. D'un coût global de 6 milliards 984 millions de francs CFA, il est appuyé par la coopération allemande à hauteur de 6,56 milliards de francs CFA. Et avec ces motopompes, ce qu'on va changer chez les producteurs, c'est que ça va leur permettre de faire la double culture. D'abord, améliorer les rendements. On a la possibilité de faire 2 campagnes par an contre une campagne sans aménagement. Le manque d'accès aux ressources en eau suffisante
constitue une contrainte majeure à la promotion d'une agriculture intelligente. Promouvoir une agriculture agroécologique et durable où plus de 70% de son territoire situé dans les zones sahéliennes et désertiques impose une meilleure maîtrise des ressources agricoles, notamment l'eau et les terres. La visite de courtoisie aux légitimités traditionnelles et le cadre d'échange technique sur la mise en œuvre du plan de campagne 2024-2025 de la région de Mopti ont bouclé les activités du ministre de l'Agriculture dans la région de Mopti. Le ministre de l'Élevage et de la Pêche, lui, a visité le centre de démonstration en aquaculture de Baguineda. Le centre a bénéficié d'un appui du projet PADELM qui a permis de le rénover et de l'équiper à hauteur de 150 millions de francs CFA. Segona Kamisoko et Omar Traoré étaient de la visite pour ORTM 1. Bientôt, le centre de démonstration en aquaculture de Baguineda va commencer à produire en grande quantité les alovins au bénéfice des aquaculteurs. Construit par l'État malien en 2016, faute d'équipement, le centre avait de la peine à démarrer les activités. Mais grâce à l'appui du projet PADELM, le dit centre vient d'être réhabilité et bien équipé. Ce centre-là de Baguineda pour l'aquaculture était là depuis les années 2016. Il était dégradé et maintenant vraiment il a été réhabilité par un projet du département PADELM pour environ 150 millions. Et ce que nous avons vu, c'est du matériel de dernière génération. Ce centre va contribuer à améliorer la satisfaction des besoins des populations en poissons. Et donc ici, c'est deux espèces qui vont être vraiment développées, c'est le clarias et le tilapia. Le centre a pour vocation non seulement d'accroître la productivité en matière d'aquaculture au Mali, mais également d'améliorer l'employabilité des jeunes. Pour atteindre ces objectifs, le responsable du centre a présenté des doléances. Si on produit, il faut bien livrer. Et donc on a deux systèmes de transport d'alevins et de poissons vivants. Et donc ces deux systèmes-là, c'est des systèmes qui doivent être portés par un véhicule, une pick-up. Le centre est fait pour l'apprentissage, pour former les techniciens de l'État, pour former les producteurs. Et donc il faut des logements. Nous avons donné des instructions pour que nous puissions avoir un document structurant qui permettra à nous de voir les tenants et aboutissants et voir quelles sont les solutions dans l'immédiat qu'il faut. Au regard de la qualité des installations, le ministre Ba a demandé au personnel du centre une utilisation judicieuse des équipements afin qu'ils puissent contribuer à l'autosuffisance alimentaire dans notre pays. La 30e édition de la campagne nationale de reboisement a été lancée, vous le savez, et la ministre de la Santé et du Développement social a entamé ce vendredi à l'hôpital de dermatologie de Bamako une série de plantations d'arbres dans les hôpitaux. Le point avec Barakissa Ouattara et Mamadou Sidibé. Pour un esprit sain dans un corps sain, il faut obligatoirement être dans un environnement sain. La ministre de la Santé et du Développement social l'a bien compris et s'est mise à la tâche ce vendredi avec comme objectif de planter 100 pieds d'arbres. Les arbres constituent vraiment un élément majeur pour que cet environnement soit sain. Et c'est pour cela que nous sommes aux côtés aujourd'hui du ministère de l'Environnement et on le sera pendant tout le mois pour faire le reboisement dans toutes nos structures de santé pour redonner un environnement plus sain à nos malades. Pour cet acte citoyen, le colonel Assaba Diallo Touré s'est entouré des pupilles de la nation. Comme on le dit, celui qui plante un arbre n'a pas vécu inutile. Et ces enfants, il faut qu'on leur donne certaines directives, qu'ils comprennent certaines choses et qu'ils grandissent avec certaines facultés et certains principes. Pour ce reboisement, la ministre compte planter 60 pieds d'arbres à l'hôpital de dermatologie de Bamako, 20 au CHU du Point G et les 20 autres à l'hôpital du Mali. Dégradation de nos routes en cette période de pluie. Des eaux de pluie stagnent sur les chaussées et pourtant les caniveaux et collecteurs existent mais malheureusement ils sont obstrués par des déchets. Des constructions à plusieurs endroits de la capitale empêchent également l'évacuation des eaux. Face à cette situation, le département des infrastructures et des transports a organisé une vaste opération de curage des caniveaux. Une équipe du département était sur le terrain pour le constat. Bemba Sibi et Yacouba Kone.
Le facteur humain est considérable dans les risques d'inondation. Il se manifeste par le déversement des ordures dans les caniveaux quand il pleut et l'occupation anarchique des collecteurs et caniveaux par des constructions, comme ici au Golfe où certains commerçants ont construit sur le caniveau, ou encore là à Sangarebougou où les propriétaires ont construit dans l'emprise du collecteur. Conséquence, il suffit qu'il pleuve pour voir l'eau sortir de son lit et envahir les concessions. Ce phénomène pullule un peu partout dans la capitale aux grandes dames des habitants. Dès qu'il pleut, l'eau envahit la chaussée et l'entrée de notre maison, car les caniveaux sont totalement obstrués. La pluie est synonyme de calvaire pour nous. L'eau rentre dans ma boutique et empêche les clients de venir. Dans les sites à risque, certains habitants s'investissent dans le curage des caniveaux et la sensibilisation de la population. C'est le cas de l'association Ici c'est Médine. Son président, Banin Touré, nous explique les causes des inondations dans son quartier et les actions que l'association mène pour réduire les risques. L'État a fait sa part, qui est de mettre des caniveaux. Maintenant, c'est à nous d'entretenir ça, de faire tout pour curer les caniveaux. Et de ne pas mettre les ordures dans les caniveaux. C'est ce qu'on fait le plus souvent. On donne des conseils sur notre groupe. Un phénomène contre lequel le département des infrastructures et des transports veut lutter, car l'eau est le premier ennemi de la route. Pour ce faire, des travaux sont en cours pour ouvrir et curer les caniveaux qui avaient quasiment disparu par endroits. Par rapport aux obstructions des caniveaux, et moi j'irai jusqu'au collecteur, et il y a d'autres aménagements, par exemple, qui viennent même sur la route. On a remarqué ça au niveau des stations-service, au niveau des lavages des véhicules et des motos. Donc tous ces comportements-là contribuent à dégrader nos routes parce que quand vous faites le constat, c'est en ces endroits-là précisément où l'eau n'a pas de chemin pour partir que la route est dégradée. Et notre route est conçue de telle manière que l'eau étant le premier ennemi de la route, nous prenons toutes les dispositions pour que l'eau s'évacue rapidement. À certains endroits à Bamako, quand vous promenez, on a commencé en application de la loi qui protège la route et ses dépendances à démolir. Mais nous ne démolissons pas comme ça. On envoie toujours, après le constat, il y a nos services de la réglementation et du contentieux qui vient donner une convocation. En plus de ces travaux, un point d'honneur est mis sur la sensibilisation, d'où cette mission de terrain du département des transports et des infrastructures. Pour anticiper et préserver les populations des conséquences de ces inondations, nous avons jugé nécessaire de faire une sortie, d'échanger avec les populations, de faire des constats et les sensibiliser. L'initiative du département des transports et des infrastructures est saluée par les maires de la capitale car cette pratique, contrairement aux idées reçues, se fait sans autorisation. Il est clair que c'est des encombrements. Ce que je peux dire déjà, sans risque de me tromper, c'est que ces occupations sont des occupations anarchiques. Le constat est amer, donc vraiment nous ne pouvons que les soutenir, les accompagner, raison pour laquelle nous sommes avec eux, pour prendre toutes les dispositions nécessaires afin de curer nos collecteurs et nos caniveaux. La mission qui s'est rendue sur certains sites critiques des 6 communes du district de Bamako a permis d'évaluer l'ampleur de cet incivisme à la base de nombreux désagréments. Les travaux se poursuivent pour réduire au maximum les risques d'inondation et préserver les routes des effets dévastateurs de l'eau. Le réseau des femmes universitaires enseignantes du Mali vient d'organiser une journée d'échange. Le thème retenu est « Rôle des enseignantes dans la refondation du Mali, défis et perspectives ». La rencontre s'inscrit dans le cadre de la célébration de la journée panafricaine de la femme. Mariam Koulibaly. Initiée par le réseau des femmes universitaires enseignantes du Mali, la présente journée d'échange met l'accent sur l'importance de la participation de la femme, particulièrement l'enseignante, dans la construction du pays. Une manière pour le réseau d'apporter sa pierre dans le processus de la refondation. Pour mettre en lumière ce rôle hautement important de l'enseignante dans l'édification du pays, nous, membres du REFUMA, avons décidé d'organiser cette rencontre autour du thème « Rôle des enseignantes dans la refondation du Mali, défis et perspectives ». La thématique de la refondation,
qui, il y a 3 ans, était peu probable, soit aujourd'hui au cœur du débat, jusqu'au sein de l'université et de la crème des universités, de la junte féminine. Toute chose approuvée ici par le parcours des anciennes institutrices. De tout temps, nos mamans institutrices comme Awa Travelé, Daoulé Ba Diallo, Assa Diallo Soumaré, Jacqueline Koulibaly Kizerbo, Safiatou Traoré Diara, Awa Keita, Sira Diop ont été à l'avant-garde du combat des mouvements de libération de nos pays. Pour reproduire et pérenniser les faits de ces braves enseignantes, le gouvernement de la République du Mali soutient toute initiative visant à accroître et à améliorer la participation des filles et des femmes à l'enseignement. La journée est meublée par des hommages à l'endroit des pionnières de l'éducation et aux forces armées maliennes. Demain 10 août, 360 imams, prédicateurs, guides spirituels postulent pour bénéficier de la formation de l'Institut Mohamed VI de Rabat. En prélude, une forte délégation de la direction de cet institut a rencontré le ministre des Affaires religieuses et du culte et des coutumes, Fademba Keita. Beaucoup d'acteurs religieux, imams, prédicateurs, guides sont peu formés académiquement. Les acteurs ont donc besoin de formation pour parfaire leur mission d'imam, de guide et de prédicateur. La rencontre d'aujourd'hui est pour la direction de l'Institut Mohamed VI de la formation des imams Mourchidine et Mouchadat de Rabat d'apprécier le bon parcours des imams des précédentes vagues formés à Rabat. Pour cette dernière vague des étudiants qui sont déjà à l'Institut du roi Mohamed VI, il y a une commission qui a été formulée pour venir au Maroc faire le concours, donc évaluer les niveaux et corriger sur place. Et ils ont fait ça avec plus de 17 pays, donc c'est le tour du Mali cette fois-ci. Donc ce matin, ils sont là pour nous rendre une visite de courtoisie au Mali et pour faire l'évaluation des tests. Ce déplacement des cadres de cet institut est la suite logique de la visite du ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes effectuée au Royaume du Maroc entre les 21 et 26 septembre 2022. Cette formation, par la demande de la communauté musulmane du Mali, a été fortement magnifiée par son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, lui qui a demandé de lui-même pour que cette formation continue. Et il nous a envoyé au Maroc pour la signature du protocole d'accord par rapport à ça. Donc la délégation marocaine est là aujourd'hui pour attester les derniers concours de la dernière promotion que son Excellence le colonel Hachim Gouetta a demandé. Donc, mais on souhaiterait que tel qu'eux aussi, ils ont formulé les souhaits pour ne pas que cela soit la dernière promotion. Inch'Allah, après les retours, on va former une autre demande. Demain samedi, il y a le concours au centre islamique d'Amdallah et que même ils vont participer physiquement vraiment à toutes les évaluations de ces concours. Les autorités de la transition souhaitent sa pérennisation, dans la mesure où elle promeut non seulement la vulgarisation de la foi islamique, mais aussi corrige l'insuffisance d'expérience chez les groupes cibles. Ouverture des travaux de l'atelier national de formation des hommes de médias sur les questions migratoires. Il s'agit de mieux préparer la presse nationale à traiter avec professionnalisme les questions migratoires. Reportage Tchemogo Konaté avec la voix de Youssouf Diakité. Les journalistes maliens à l'école des questions migratoires. L'initiative est de la Maison de la Presse qui implique à travers cet atelier national les hommes de médias dans la lutte contre la migration irrégulière et la traite des personnes et pratiques assimilées. L'atelier est financièrement soutenu par l'Organisation internationale pour les migrations. La formation s'adresse à une vingtaine de journalistes de la presse nationale pour une meilleure couverture médiatique des événements relatifs à la migration. La manière dont elle est couverte par les médias peut influencer la perception du public et les politiques migratoires. Et le Mali n'est pas en reste. En effet, bien que le Mali soit un pays de départ, de transit, de destination pour des milliers de migrants, la thématique de la migration est peu couverte par les médias locaux. Les rares productions médiatiques qui y sont consacrées sont souvent des comptes rendus et des papiers d'actualité sur les drames de la migration irrégulière. Depuis le début de la décennie 2010, plusieurs initiatives sont développées par les autorités maliennes afin d'endiguer la traite des personnes
sous toutes ses formes en République du Mali. On peut noter entre autres le renforcement du cadre juridique par la ratification de plusieurs conventions et traités, la signature des accords multilatéraux et bilatéraux et surtout leur arrimage avec les instruments juridiques nationaux. Afin de mener une lutte efficiente et efficace contre la traite des personnes et les pratiques assimilées, la République du Mali a aussi mis en place un comité national de coordination de la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées. Le chef de cabinet qui représente le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration se dit particulièrement fier de cette initiative qui rentre dans le paquet de la professionnalisation des hommes de médias sur les questions migratoires. Ici au Mali, l'OIM est un partenaire indispensable, travaillant aux côtés du gouvernement, de la société civile et d'autres acteurs pour aborder les défis liés à la migration, protéger les personnes vulnérables et promouvoir des solutions durables. Le Mali, en effet, est un carrefour migratoire stratégique. C'est un pays de départ, de transit et de destination de migrants. Pour mémoire, les autorités maliennes sont fortement engagées dans la lutte contre la migration irrégulière et la traite des personnes et pratiques assimilées. Suite aux récents événements survenus à Tinzaouaten, le parti Front Uni pour la sauvegarde et l'intégrité du Mali, FUSI Mali, a organisé un point de presse pour réaffirmer son soutien aux forces armées de sécurité. Reportage Ibrahim Kaoukonate et Sambou Diakité. Soutenir les femmes est un acte patriotique. Le parti FUSI Mali, conformément à son objectif d'accompagner la transition tout en soutenant nos forces armées et de sécurité dans sa mission régalienne de sécurisation et de l'intégrité du territoire, était face aux journalistes. Nous ne finirons jamais de rendre assez hommage à ces gens-là. Les Maliens de bonne foi savent le pire qu'ils nous ont évité. Nous avons vécu tellement de situations complexes. Si ces forces armées n'étaient pas solides, si elles n'avaient pas les équipements nécessaires, grâce à la perspicacité de nos autorités de la transition qu'il faut saluer au passage, je crois que notre pays serait tombé il y a très longtemps. Pourquoi le parti FUSI Mali dit que son soutien à l'endroit des autorités de la transition restera constant. Pour contribuer à l'effort de guerre, le parti FUSI Mali a initié des journées citoyennes de don de sang en faveur de nos braves femmes. Il a été décidé d'organiser une semaine de dons de sang au profit de nos femmes à compter du samedi 10 août 2024 à partir de 9h au siège du parti 6 à Banakabougou. Ces journées hautement citoyennes permettront, nous sommes sûrs, de collecter suffisamment de poches de sang en guise de contribution de notre parti à l'effort de guerre. Le parti FUSI Mali invite la population à rester debout et surtout mobilisée derrière nos forces armées. Soutien aux forces armées maliennes pour leur engagement dans la lutte contre le terrorisme à Koutiala, une marche pacifique a été organisée par les forces vives de la région dans ce sens. ORTM Koutiala, Brahima Koné et Amadou Dolo. Les forces vives de Koutiala ont battu le pavé pour manifester leur amertume contre l'Ukraine pour le fait d'aider les terroristes et de tenir des propos haineux contre notre nation. Notre pays est victime d'un complot. Le Mali ne saurait s'en sortir sans l'aide de tous ses fils. Chacun devra jouer sa partition, y compris la presse. De l'espace dénommé Tremblénissi à la Fiala au gouvernorat, en passant par le rond-point Zanga Coulibaly, les marcheurs ont exprimé leur soutien indéfectible aux femmes et aux autorités de la transition. Nous condamnons cet acte barbare qu'ont causé les adversaires de ce pays. Nous disons à l'opinion internationale de cesser les guerres par procuration. Trop c'est trop. Et le peuple malien, en particulier la population de Koutiala, est déterminé à soutenir les femmes. Au rond-point Zanga Coulibaly, les marcheurs ont tenu un meeting pour sensibiliser davantage les populations pour un sursaut national contre les ennemis du Mali. Après, un mémorandum a été remis au directeur de cabinet du gouverneur. L'Ukraine, par ses communiqués, montre son soutien officiel au terrorisme au Mali. Si nous ne prenons garde, c'est une nouvelle Libye qui est planifié par ces légionistes. Ils utilisent avec leur affidé l'Ukraine
pour apporter leur soutien au terrorisme et enliser davantage tout le Sahel dans cette guerre et faire du Sahel une zone de non-contrôle. Nous, autorités administratives et politiques de la région, recevons à bras ouverts les cris de cœur de la population de Koutiala à travers ce mémorandum. Ce mémorandum sera transmis aux plus hautes autorités. À noter que cette marche est couplée à un don de sang organisé par le Conseil régional de la jeunesse CRJ de Koutiala. Cette action, selon le vice-président du CRJ, est un effort de guerre aidant les femmes dans la défense de la patrie. Et à Ségou, les travaux de l'atelier de renforcement des capacités des membres du commissariat à la réforme du secteur de la sécurité, les experts nationaux et internationaux ont renforcé leurs connaissances sur la mise en pratique du mécanisme d'application de la réforme. Reportage Honoré Tchenou et Issaba. Après 4 jours d'échanges et de partage d'expériences, les membres du commissariat à la réforme du secteur de la sécurité sont renforcés sur le suivi et évaluation, sa mise en pratique et son mécanisme d'application de l'Union africaine en la matière. Nous sortons donc de cet atelier très renforcé à travers les différents rappels faits du processus de planification, de suivi et d'évaluation, mais aussi et surtout des analyses critiques, des regards croisés portés par les participants et les experts sur le mécanisme de suivi de la mise en œuvre du plan d'action de la stratégie nationale de la réforme du secteur de la sécurité. J'ai été témoin de l'engouement, de l'assiduité et de la haute facture des échanges qui ont eu lieu. D'ores et déjà, un mécanisme est mis en place à travers lequel chaque acteur du système s'intègre dans une dynamique de suivi et évaluation à l'approche centrée sur la réforme du secteur de la sécurité. Ramener le suivi et évaluation à une période semestrielle au regard du volume de travail. Élaborer 3 canevas, un canevas pour les actions en ciblant le contenu du plan d'action, un canevas pour le suivi des activités, et un canevas pour le suivi financier. À l'issue de cet atelier, il faut signaler que les objectifs spécifiques visés, les résultats attendus ont été atteints grâce à la participation et à l'engagement des acteurs concernés. Il est financé par le budget Union africaine Mi-Sahel. Nous ouvrons la page consacrée à l'actualité dans les autres pays de l'AES, direction Niger. Le bulletin d'information des forces de défense et de sécurité du 4 au 7 août 2024 évoque les interventions des forces de défense et de sécurité dans leur mission de sécurisation du territoire nigérien. Sous-lieutenant Issa Bangare Mahamansani et sous-lieutenant Bagé Amadou Abdullah Wahib. Au cours de la période comprise entre le 4 et le 7 août de cette année, nos courageuses forces ont accompli des actions remarquables dans la région de Tillabéri, sur la rive gauche du fleuve, dans le cadre de l'opération Al-Mahaou. Les patrouilles de sécurisation se poursuivent activement, menant à une série d'arrestations de présumés terroristes et de leurs complices. Grâce à la collaboration des populations locales, les forces de sécurité ont interpellé 4 individus suspects. Le lundi dernier, un détachement de FDS a appréhendé 2 terroristes dans la périphérie de Bani Bangou. Lors de cette opération, plusieurs munitions de calibre 7,62 par 54 mm ont été saisies à leur domicile. Dans la zone de Toukounous, les FDS ont arrêté un individu de nationalité étrangère qui rôdait sans raison valable autour des installations sensibles. À Ayerou, un malfrat a été interpellé suite à des dénonciations par certaines de ses victimes. Ce criminel, connu pour avoir participé à la tuerie de 7 personnes dans les rizières de Daya le vendredi 26 juillet dernier, toujours à l'ouest du pays, dans le cadre de l'opération NIA menée sur la rive droite du fleuve. Les efforts de sécurisation se poursuivent avec succès. En début de semaine, les unités de l'opération Lakalkanei, chargées de sécuriser les zones agricoles, ont mené des patrouilles efficaces dans la région.
Dans la zone de Garbounia, les unités en patrouille ont réussi à neutraliser 11 terroristes. De plus, une autre patrouille opérant dans la zone de Farié a découvert et détruit une motocyclette abandonnée sur place par un terroriste surpris par la présence des forces de sécurité. Dans la région de Tawa, dans le cadre de l'opération Chara, la patrouille mixte départementale de Tassara a mené en début de semaine une opération de perquisition dans le secteur de Tari Sadat. L'opération a été couronnée de succès avec la saisie d'un important arsenal. Dans la région d'Agadez, au sein des zones de défense numéro 2 et 8, plusieurs événements notables ont récemment eu lieu, soulignant à la fois les défis sécuritaires et les évolutions stratégiques. Le lundi dernier, à Tabarkat, une de nos unités, agissant sur la base de renseignements fiables, a découvert un fusil d'assaut AK-47 et près d'une centaine de munitions de calibre 7,62 par 39 mm enfouies dans le sol. Dans le même secteur, des détonations ont été entendues, incitant un élément de la position militaire à se rendre sur les lieux pour évaluer la situation. Il s'est avéré qu'une cache d'armes ennemies avait pris feu, entraînant la destruction de plusieurs armes majeures et de munitions. Une ligne verte est mise à votre disposition pour faciliter la communication avec les FDS, renforçant ainsi la sécurité sur l'ensemble de notre territoire et favorisant une paix durable. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40, pour la police nationale, le 83-83. Lutte contre le terrorisme au Burkina Faso, les forces combattantes mettent fin au parcours d'un chef terroriste, Diko Tidjane alias Abou Darda. Il a été neutralisé le 31 juillet dernier. Sa mort marque un coup dur pour le GSIM. Les détails avec Bienvenue Taosan. Il était âgé de 37 ans. Diko Tidjane alias Abou Darda, son identité. C'était le 31 juillet 2024. Un groupe terroriste du GSIM conduit par lui-même s'est attaqué à une patrouille des forces de défense et de sécurité dans le village de Napade, commune de Soudouré. La réponse envoyée à Abou Darda et ses hommes est musclée. Certains sont contraints au repli. Mais ce jour-là, la défaite dans le camp ennemi était considérable. 103 terroristes neutralisés dont Diko Tidjane alias Abou Darda. Au regard de son poids, c'est un coup dur pour le GSIM dans les régions de l'Est et du Centre-Est. C'est courant 2019 qu'il s'est engagé dans le terrorisme. Après sa formation sur la base de Tiourel, Abou Darda avait été placé à la tête d'un groupe de 250 terroristes chargés de conduire des missions spécifiques. Ces derniers temps, Diko Tidjane alias Abou Darda avait été désigné pour mener des attaques dans les communes de Soudougui, Sanga et Ouargaï dans le Koulpelgo. Avant sa mort, l'homme a été particulièrement actif lors d'attaques contre les FDS et VDP de Ouargaï, Sanga, Kogo, Méné, Yurga, Bagamoussa et Napade. Toujours au Burkina Faso, allons à la découverte d'un champ de VDP volontaire pour la défense de la patrie. Il est situé dans le bas-fond risicole de Sirakorosso, d'une superficie d'environ 40 hectares. Ce bas-fond est exploité par 5 villages de la commune. Une partie est réservée aux VDP de la commune, un véritable symbole d'un engagement collectif et d'une volonté inébranlable pour une sécurité alimentaire dans le pays des hommes intègres. Yves Rouamba et Karim Ouedraogo. À une dizaine de kilomètres de Safané se trouve un bas-fond risicole de plus de 40 hectares. Dans ce bas-fond, un champ de riz se distingue des autres. Loin d'être un champ ordinaire, c'est un témoignage vivant du dévouement et de l'engagement de nos volontaires pour la défense de la patrie. Au lieu de demander aux paysans pour se nourrir, donc nous-mêmes on peut faire un champ collectif. Voilà, on a décidé ça comme ça. On est venu chercher 5 hectares de riz. Voilà, c'est ça que nous sommes en train de travailler. Nous-mêmes, on se nourrit. Si on gagne de plus pour pouvoir nourrir nos autres VDP qui sont en difficulté aujourd'hui. Ces volontaires pour la défense de la patrie sont déterminés à contribuer à la sécurité alimentaire du pays. Le gouvernement a pris des initiatives en tout cas en matière d'offensive agricole pour que chaque Burkinabé en tout cas puisse manger à sa faim. Quand ils nous ont approché pour en tout cas exprimer le besoin, nous avons marqué notre accord avec l'accompagnement des services techniques de l'agriculture pour qu'ils puissent avoir en tout cas cette parcelle pour l'exploitation. Je peux dire que le bas-fond de Sirakorosso se présente très bien sur une superficie de 42 hectares. À l'heure actuelle, je peux dire que 90% des parcelles sont semées et 100% au niveau des VDP qui exploitent 5 hectares.
En semant ces graines de l'autosuffisance alimentaire ici, ces volontaires pour la défense de la patrie nourrissent également l'espoir d'une nation plus forte, plus unie et surtout plus sécurisée. Et nous refermons la page AES et nous continuons avec les temps forts de Maxi Vacances qui a démarré hier, une émission de l'ERTM soutenue par Orange Mali qui met en exergue chaque année le talent, la culture et l'excellence des élèves étudiants et jeunes du Mali, Awa Adama Koulibaly et Abdoulaye Samake. Apprendre dans le divertissement, c'est la méthodologie adoptée par l'ORTM pour occuper la jeunesse bamakoise comme à l'accoutumée tout au long des vacances scolaires. Maxi Vacances, ce sont des centaines de candidatures reçues par la commission d'organisation. Les candidats retenus ont été triés sur le volet. En culture générale, c'est 16 pour les 4 éliminatoires. En musique, c'est le même nombre. L'art oratoire, souvent ça évolue. Et pareil dans toutes les autres disciplines. Pas de place pour la tergiversation. L'excellence est le niveau recherché, ce qui justifie les innovations. On a voulu renforcer certains niveaux, notamment l'art oratoire qui a été un face-à-face l'année dernière entre différentes universités. Cette année, on a voulu augmenter ce quota. Ces dernières années, l'humour, le stand-up n'a pas été au niveau d'excellence souhaité. Donc cette année, on a tout simplement voulu l'enlever. C'est un message aussi pour nous à faire passer auprès des jeunes. Dire que voilà, il ne suffit plus d'être bon, il faut être excellent. Le Mali est riche culturellement, notre terroir musical est très riche. Donc on est désolé de voir des copier-coller. L'art oratoire et le slam. Et on voit que les jeunes touchent un peu au thème, le thème qui est sur la paix, le civisme et la cohésion sociale. Bon, concernant la musique, c'est là reste à désirer, quoi. Les candidats restent en tout cas sereins face au public. Chacun a un objectif et espère l'atteindre au cours des 7 semaines de challenge. Même si c'est une compétition, je pense que le plus important pour un slammer, c'est le message qu'il transmet. Merci. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dieu voulant, je serai là demain aussi, même heure, même plateau pour la grande édition. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Nos grands-pères disaient, lorsque deux forces sont jointes, leur efficacité est double. C'est ensemble que nous ferons le Mali de demain. Bonne fin de soirée à tous.